Donc nous allons terminer cette journée, on espère, sur un ton un petit peu plus léger. Pour aborder le volet plutôt management, nous avons pris le parti de nous intéresser à la relation administratif-médecin et d'analyser tout particulièrement comment ce duo, auquel nous pourrions aussi ajouter les soignants, comment ce duo se rencontre sur les besoins et les enjeux de management. Cela implique dynamisme et acculturation. Et puis l'écueil serait de réduire le sujet à des questions de valorisation ou de reconnaissance. En fait, au-delà de l'oxymore, la confrontation de deux cultures différentes peut-elle conduire à une sorte d'égalité dans le management. Donc nous vous proposons une séquence entretien sur le mode regard croisé, ceux de Laetitia Laudet et du docteur Marie-France Oliric. Donc ma première question, qui s'adresse à vous deux, c'est: peut-on parler d'égalité dans le management ? Non, mais très bien. Enfin, c'est marqué au tableau, du coup. Bonjour et merci d'abord de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir rencontrer les acteurs du terrain quand on est enseignant-chercheur dans une université. Il se trouve que j'ai la chance d'y être quand même, d'être au contact, comme on dit, très très fréquemment. Et du coup, c'est vrai que après le tableau dressé cet après-midi à la fois de la situation macroscopique, dont on a, je crois, compris à la fois le cercle vicieux et puis et finalement tout le travail de mise en chantier d'un certain nombre de problématiques. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde, et c'est comme ça qu'on l'a un peu conçu, la question du management comme étant peut-être parmi des solutions, en tout cas, qu'on pourrait trouver à ces difficultés et à ce moral un peu en berne dans les établissements. Alors, la question de l'égalité dans le management, honnêtement, moi, elle ne me parle pas beaucoup parce que, comme tu l'as très bien dit, Sophie, pour moi, c'est un oxymore. Donc, on est dans une égalité des personnes. Je n'ai pas de sujet avec ça, au moins de droit, si ce n'est de fait, pas toujours de fait, mais en tout cas de droit. Par contre, clairement, les fonctions qui sont occupées créent des asymétries qui engagent des niveaux de responsabilité différents et qui, du coup, ne permettent pas cette égalité. Les fonctions ne sont pas équivalentes, car les responsabilités sont différentes et les socles de légitimité sont différents aussi. Du coup, il me semble que ce que peut apporter un regard managérial, c'est de poser la question des conditions pour construire des alliances, en acceptant que ces alliances, elles vont être temporaires et instables, qu'on ne conclue pas une alliance une fois pour toutes dans un contexte donné et pour bien longtemps. Il faut savoir les remettre en question et les renouveler. Et quand on construit des alliances, il faut en effet des personnes qui se respectent et partagent à minima un but commun ou un morceau de but commun au milieu des intérêts et des enjeux personnels. Alors, quand j'ai dit ça, moi, j'ai l'impression évidemment d'être bisounours parce que forcément, les gens qui se respectent, ce serait comme si, des fois, comme je le vois, au fond, on efface un peu nos désaccords ou nos divergences pour ne regarder que ce sur quoi, finalement, on est en phase. Et je crois que construire une alliance, c'est tout le contraire. C'est accepter d'aller jusqu'au bout des discussions sur les divergences. Ce sont des discussions parfois difficiles, voire désagréables, qui nécessite en tout cas toujours le respect de la personne, mais que chacun joue son rôle au nom de la fonction qu'il occupe, que l'on soit un administrateur, que l'on soit un médecin ou que l'on soit un soignant, parce que pour le coup, dans la vision de la gouvernance que j'ai à l'hôpital, on est bien sur une gouvernance à trois. Alors, Laetitia, elle est très humble et c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Elle est professeure à l'EHESP, mais c'est elle qui a mis en place les formations de management pour les médecins. Et c'était depuis de nombreuses années et finalement bien avant toutes les recommandations du Ségur. Et elle a cette vision que je pense aucun de nous n'a vraiment, parce qu'on est soit du côté directeur, soit du côté médecin. Elle a cette vision d'au-dessus où finalement elle voit les deux se former et les deux pouvoir travailler ensemble. Alors, je crois que alors
j'ai sans doute, moi, une vision aussi biaisée parce qu'elle m'a beaucoup formée, elle m'a beaucoup accompagnée, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir ce regard comme elle, de dire que finalement, les fonctionnements en tuyau d'orgue, où on a un côté administratif, un côté médecin, ça peut pas fonctionner. Ensuite, et je sais très bien qu'il y a plein de mes collègues qui sont pas tout à fait d'accord. Moi, je me dis toujours qu'il doit y avoir un patron quelque part et que le patron, bah, pour l'instant, c'est pas le médecin, et je crois que ça sera difficilement un jour le médecin, et que quelque part c'est pas ça qui est important. Après tout ce qui a été dit aujourd'hui, toutes les difficultés qui ont été évoquées par Monsieur Remet et par Monsieur Robinet, je crois que la bataille elle n'est pas tout à fait là. Et la question de Sophie au départ, c'était est-ce qu'il y a une égalité dans le management, et c'était drôle parce que quand on a présenté, quand on a fait une visio pour préparer la table ronde, la première réponse de Laetitia qui nous a un peu déstabilisé tout de suite, c'est de dire ah bah non, hein, c'est pas égal, votre histoire de tout le monde va bien et tout le monde est au même statut, ça pourra pas aller. On peut parler d'alliance, et j'ai bien aimé finalement ce terme, de dire que c'est plutôt ça qui qualifie management participatif, plutôt que finalement à savoir qui doit manager le mieux. Et après, alors elle l'a pas dit non plus, mais elle a été présidente du conseil de surveillance à Poissy. Et donc, je pense que cette relation à trois, et Monsieur de Kervasdoué l'a beaucoup dit ce matin, il l'a parlé en disant il faut quelqu'un qui nomme les autres, et finalement cette relation est importante. Ben, ça a alimenté pas mal nos discussions. Et alors, elle a aussi dit il ne faut pas que ce soit une histoire de personne. Et alors, s'il y a bien une chose pour laquelle moi je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'il y a toujours un peu une histoire de personne, et que quelque part, le manager ensemble, le bien travailler ensemble, il dépend quand même des personnes qui forment ce binôme ou ce trinôme, en fait. De l'équation personnelle, en effet, mais trop souvent, quand par exemple on a fait les travaux sur l'émergence des médecins dans le management, les réponses qui nous étaient faites pour comprendre pourquoi ça marchait ou ça marchait pas, c'était dire c'est l'équation personnelle, pareil sur le tandem directeur-président de CME. Moi, j'ai pas l'impression qu'on ait bien le choix de s'entendre ou de ne pas s'entendre. On peut avoir des affinités plus ou moins grandes, on peut les construire, ces affinités, on peut y travailler. Mais il y a une chose à laquelle, il me semble, on n'a pas le droit de déroger, c'est de soigner la relation. La relation, c'est un travail. Soigner la relation, c'est un travail. C'est quelque chose qui demande de l'énergie. C'est un peu fatigant quelquefois parce qu'il faut un peu prendre sur soi, il faut faire des concessions, il faut essayer d'entendre le point de vue de l'autre autrement que dans notre propre système de référence. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien ces espaces de manager ensemble, parce qu'il me semble que c'est des espaces dans lesquels ce qu'on fait naître, c'est bien ces transitions d'identité professionnelle. On crée des espaces communs pour que les systèmes puissent, en tout cas les personnes qui sont dans les systèmes de référence puissent se comprendre mieux. Et je suis toujours frappée de voir à quel point sur le premier module de formation des médecins, c'est un peu la gestion pour les nuls, hein, c'est le côté, c'est quoi les bases de la gestion, le langage de la gestion, pour pouvoir juste parler avec des directeurs sans se sentir ensevelis sous un jargon incompréhensible, et de le présenter de manière pédagogique qui leur laisse penser quand même qu'un certain nombre de directeurs, à dessein sans doute peut-être, pourraient compliquer un peu plus que nécessaire la manière de parler de gestion au docteur, en comprenant mieux comment ça marche, ce qui a été expliqué tout simplement cet après-midi par la personne qui a montré que c'est bien l'ondable problème et pas l'outil T2A. On voit déjà les choses différemment dans le dialogue de gestion qu'on peut avoir avec sa direction, son directeur référent, son directeur des finances, etc. Alors j'ai envie de dire, on a un terme qui revient très régulièrement quand on parle d'hôpital, on parle de gouvernance. La gouvernance, ce serait donc un système, des personnes, qu'est-ce que ça recouvre en fin de compte? Non, mais la gouvernance, en sciences du management, la gouvernance, c'est ce qui régule l'espace discrétionnaire du dirigeant, de celle ou de celui qui dirige, c'est ce qui limite son pouvoir discrétionnaire. Donc en effet, ça encadre cet espace de ceux qui dirigent, c'est un système, ça apporte un cadre, et ce cadre, il définit à la fois les responsabilités, à la fois les processus de légitimité des décisions qui sont prises, et normalement, si ça fonctionne, c'est ça qui permet la stabilité. De quoi on a besoin, on l'a dit, je crois, tout à l'heure,
il me semble qu'il y a un peu besoin, dans ces ajustements permanents, de trouver un pacte de stabilité dans ces aspects de gouvernabilité, en tout cas de la santé. Est-ce que c'est que à l'intérieur de l'hôpital? Moi, je ne crois pas. Aujourd'hui, il me semble que les seules marges de manœuvre, c'est l'espace et le temps, l'espace au sens du territoire, le temps au sens de la temporalité de la gestion, d'allonger un peu les cycles de façon à ne pas enfermer les acteurs dans du court terme. Et dans tout ça, il faut que la gouvernance, elle apporte une stabilité parce que ça donne une forme de sécurité aussi à la prise de décision et à la légitimité de la décision au-delà des désaccords. Et je répète que les désaccords ne sont pas des conflits. Le fait à un moment donné d'être en désaccord, d'aller au bout de ce désaccord, ne conduit pas forcément à des conflits de personnes, mais bien à des conflits qui peuvent être des conflits de représentation, liés aux fonctions que l'on représente, tout en étant respectueux des personnes que l'on a en face de soi. On parlait égalité management et j'ai bien aimé le propos de Philippe Rieux tout à l'heure, que je vois plus dans la pièce, qui disait moi je sais soigner, mais je sais pas bien finalement tout ce que vous me dites sur les financements et je fais confiance au directeur. Et je pense que pour manager, pour gouverner ensemble, il y a quand même un socle de valeurs communes et de connaissances communes qui est indispensable. Et c'est ce que tu disais, le ensemble est important, il faut soigner une relation, c'est important, mais il faut quand même qu'on ait quelque chose de commun au départ. Et ça, parfois, ça manque en fait. Et, en tout cas, ça manque pour nous, parce que nous, on a fait des études de médecine. On nous demande, quand on est président de CME notamment, d'avoir des avis sur certaines choses, de prendre des décisions encore plus maintenant. Et finalement, si on n'a pas eu les bases de quelqu'un qui nous explique, c'est hyper difficile. Et c'est dans ce sens-là où je pense que le management, il est difficilement égal. Et dans la gouvernance, ça en fait partie aussi. Tu peux pas avoir une gouvernance stable si finalement les gens sont pas au fait des mêmes choses en fait. Et je pense que ça évolue. Encore plus depuis le Ségur, parce que finalement on part beaucoup en formation et je vois toute la brochette des présidents de CME derrière Monsieur Remet, et on en parle beaucoup en conf des PCME, et c'est quelque chose qui paraît aujourd'hui complètement normal, de se dire il faut former ces médecins managers, mais il y a encore quelques années, finalement le médecin manager il devenait manager parce qu'il était vieux, parce que ça lui revenait de droit en fait. Et ça, dans une gouvernance, si on veut qu'elle soit stable, comme tu dis, je pense qu'il faut que ce soit, fait d'emblée. Et ça commence juste à changer. C'est assez récent que le médecin se sente. Tu dois bien voir que tu as plein de demandes maintenant, alors qu'il y a peut-être encore 5-6 ans, tu n'avais pas trop de demandes. Oui, même les psychiatres s'y mettent. Même les psychiatres. Au début, c'était très, très dur. Mais peut-être que les psychiatres, ils devraient rester en les psychiatres, c'était très, très dur parce qu'on avait des débats presque dogmatiques sur ce que c'était le management, le pouvoir, l'autorité, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le constat que je fais aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on a fait depuis 10 ans, c'est très, très bien sans doute. Je trouve qu'on a eu une belle dynamique. Mais on est passé, je crois, à côté d'une chose essentielle, c'est qu'en fait, on a créé une dynamique managériale plutôt vers le haut de l'organisation. Autour de ce que Nisberg appellerait le sommet stratégique. Par contre, quand on va à la base, et c'est tout le mouvement qu'on a au niveau des services, au niveau des docteurs juniors, au niveau des jeunes qui sont en stage dans les hôpitaux, et qui continuent d'avoir un regard qui est extrêmement critique sur les besoins de management qu'ils ont qui ne sont pas satisfaits. Il y a une espèce de confusion dans leur discours, ce qu'ils critiquent témoigne d'un besoin d'être managé et en même temps d'une critique systématique du manager. Donc c'est quand même très très compliqué. Ça m'a même amené à me dire mais il faut qu'on trouve un autre nom parce que ça devient un espèce de repoussoir. Management, manager, manager. Il y a quelque chose autour de ça qui est un peu bullshit à la base des organisations de santé. Là en ce moment je travaille beaucoup avec les soins primaires. Maisons de santé pluriprofessionnelles, CPTS, DAC, etc. Et c'est vrai que quand on arrive avec la casquette management, on sent tout de suite un froid s'installer dans la salle. Et pourtant, les besoins dont témoignent les professionnels sont vraiment des besoins de management, besoin d'être écoutés, besoin d'être soutenus, besoin d'avoir des espaces dans lesquels on peut partager les problèmes, les difficultés, les incertitudes, besoin de s'organiser, besoin de pouvoir savoir
quand est-ce qu'on va pouvoir prendre ses congés, si on pourra les prendre, pas les prendre, le temps de travail, comment il va évoluer, donc des choses extrêmement concrètes qui sont des éléments cœur du management, de la vie au travail. Alors c'est ce que vous appeliez peut-être tout à l'heure les irritants du quotidien, mais ces irritants du quotidien, c'est aujourd'hui un peu le cœur des problèmes qui nécessiteraient un management, mais j'ai l'impression, moi, que le management, et je prends ma part peut-être, si c'est, enfin je sais pas si c'est un échec, d'avoir formé comme des médecins managers qui sont tournés plutôt vers le haut que vers le bas. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en haut, on passe vraiment le cap du manager ensemble, comme tu l'as très bien dit, Marie-France, et que par contre, en bas, on ait en effet une dynamique managériale qui soit, pourquoi pas d'ailleurs, des managements beaucoup plus collectifs, pas forcément entre les mains d'une autorité nommée par je ne sais quel processus un peu ancien d'ailleurs qui n'attire pas les jeunes. Les jeunes médecins n'ont pas très très envie de ces chefferies de service, en tout cas moi dans les CHU avec lesquels je travaille. Et du coup, ils essayent d'inventer plein de systèmes pour contourner les règles, tout en donnant évidemment l'apparence qu'on les respecte, parce qu'on est quand même très institutionnel dans nos établissements. Mais du coup, ils doublent le travail en faisant ça. Donc pourquoi ne pas trouver un peu des espaces où on laisserait à ces équipes médico-soignantes intra-établissement, mais aussi territoriales, de trouver leur propre fonctionnement. Encore une fois, le leadership, c'est un processus, ça n'appartient à personne. Donc du moment que la fonction de leadership, elle est assurée, que quelqu'un travaille à élaborer collectivement et à porter une vision, on peut la faire partager et la porter à plusieurs, c'est pas un problème pour moi en tout cas. Après, c'est vrai que tu parlais du service et j'ai vu Sébastien entrer dans la salle. On est tous les deux complètement convaincus que ce qui fait vivre l'hôpital, c'est la dimension du service. Et je pense que tu as raison quand tu dis on forme des gens tout au-dessus, mais finalement, ce qui fait vivre et ce qui crée les irritants du quotidien et qui va faire que ça prend beaucoup, beaucoup d'ampleur, c'est déjà à l'échelle d'un entre guillemets petit service, et on n'est pas obligé d'être 50 pour que ça crée des soucis. Et parfois, c'est même les tout petits services où finalement, il y a juste un chef, 2 PH, un cadre, où déjà, c'est compliqué. Et ça, je pense que finalement, nos études de médecine, elles nous apprennent pas ça. Et je suis pas sûre que dans les études de paramètres, ils aient le vivre ensemble. Et j'ai vu que maintenant, ils allaient faire j'ai vu dans les réformes d'enseignement qu'ils allaient faire des cours de savoir-vivre et de savoir-être. Alors au départ, ça m'a profondément choquée en me disant on peut pas avoir des cours de savoir-vivre et de savoir-être. C'était comme du temps de mes parents où ils avaient de l'éducation. Et finalement, je crois que c'est ça qui manque en fait avant même de savoir manager. C'est juste le vivre ensemble, de savoir respecter les uns les autres. Et ça, tu parlais des vacances. Alors, il y a des services quand même, je pense qu'on en a tous dans nos hôpitaux, où d'un coup, vous avez un tableau de service qui arrive et ils ont tous posé leurs vacances la même semaine, en fait. Et après, il faut que tu revoies et tu essayes de réarticuler et puis ça fonctionne. Mais ça, déjà, avant de poser des vacances, peut-être que si on demandait à l'autre à côté, toi, tu comptes partir quand, ça pourrait déjà... ça fait un irritant, mais les vacances, c'est important. Et je pense que ça peut parfois créer des tensions, alors que c'était pas grand-chose, en fait. Et donc, ouais, le management, c'est une partie de la gouvernance, mais si finalement il y avait plein de problèmes qui n'arrivaient pas jusqu'en haut et qui étaient réglés à chaque niveau et tout petit niveau qu'il soit, ça irait beaucoup mieux. Et du coup, j'ai acquis l'intime conviction que le savoir-vivre et le savoir-être, c'était important en fait. Oui, clairement. Et puis la connaissance de soi quand on est manager, clairement, de savoir comment on réagit. Je pense que je ne sais pas qui parmi nous pourrait dire que soumis à une pression constante, avec des problèmes qui tombent en cascade dans un marasme un peu compliqué, ne finirait pas par s'énerver beaucoup plus que si tout allait bien. Et finalement, ce qui se passe, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à dire, notamment aux docteurs juniors, là, parce que je travaille avec dans les formations de docteurs juniors ou avec les jeunes chefs de service, que des fois, comme ils sont habitués à trouver des solutions, il faut un peu qu'ils fassent comme leurs patients. Des fois, la maladie, il faut vivre avec, quoi. Des fois, les problèmes, il va falloir vivre avec. On ne va pas trouver des solutions tout de suite, quoi. Donc, c'est pas déraisonnable de continuer à chercher des solutions, mais attention de ne pas s'user à ne faire que ça. Il faut pas, personne n'a une cape, une baguette magique qui permet de résoudre en un claquement de doigts les impossibles du système dans lequel on vit. On en a eu plein d'exemples cet après-midi. Donc je ne sais pas comment on peut faire ça. Voilà, moi c'est un peu là-dessus que j'essaye de réfléchir. Comment on peut
continuer de trouver un sens, une soutenabilité de l'engagement au travail, un peu comme un patient qui vivrait avec sa maladie, une maladie chronique. Ben là, on est dans un moment de la vie du système de santé où on a des difficultés qui sont quand même au long cours. Donc, ne laissons pas penser aux gens qu'on va les résoudre, on va atténuer, on va corriger. Probablement qu'il y a des petites choses qu'on réussira à solutionner, mais il va falloir apprendre à vivre avec ça. Voilà. Et ça, c'est voilà, je pense que c'est peut-être une leçon d'humilité pour un médecin qui a envie de guérir, de soigner, je sais pas, mais il y a plein de médecins dont le travail, c'est de rendre supportable la maladie. Ben, nous, les managers, peut-être qu'il faut qu'on rende supportable les défauts et le quotidien du système. Et est-ce que donc c'est ça ta vision du dirigeant en santé de demain? Alors, je sais pas trop si j'ai une vision. Est-ce que j'ai écrit un truc là-dessus? Excuse-moi. Non, elle a pas de C'était un vision. peu de savoir si le management médical pouvait être aux premières loges dans la réforme des hôpitaux. Est-ce que c'était une piste pour telle que on peut penser notamment à la mission qui travaille sur le sujet en cours. Oui. Bah, les missions répondent à un besoin qu'on s'occupe du sujet. Est-ce qu'elles réussissent vraiment à trouver les solutions? Ça, je ne sais pas. Par contre, très modestement, dans les formations, on a essayé de mettre en place des choses un peu différentes pour ne pas finalement plaquer sur des activités de santé une logique de gestion ou de management qui n'aurait rien à voir avec ce que c'est la santé, mais plutôt de partir de l'activité de santé, c'est-à-dire les conditions particulières de la production d'un soin, de l'organisation d'un parcours, d'une filière, pour créer à partir de là des spécificités de pilotage, d'organisation, de gouvernance et de monitoring, parce qu'on regarde forcément comment ça avance, etc. Donc, je pense que voilà, ce qui serait vraiment innovant, c'est d'inverser tout ce qu'on a essayé de faire jusqu'à présent avec le New Public Management, c'est-à-dire de repartir de l'activité pour créer les mécanismes de management qui le servent. La gestion et le management n'ont pas de sens s'ils ne sont pas au service d'un projet qui le dépasse. Et aujourd'hui, il me semble qu'un des défauts du management, c'est d'avoir été déconnecté du travail et de l'activité réelle du terrain quelquefois. Alors, quand on a préparé, c'est vrai, cette table ronde, on n'est pas tout à fait rond parce qu'on est 3, mais du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du manager ensemble. Au-delà des corps de chacun, on a parlé de plus, tu parlais de dirigeants en santé en se disant que finalement c'était ça. Et il y a quelque chose que tu as dit et j'y ai beaucoup réfléchi après, c'est de dire en avoir le goût et l'envie. Et je crois qu'on n'a pas tous envie des mêmes choses et c'est pas forcément facile. Et je pense que si on interrogeait chacun de nous sur ce qu'il envisageait de l'avenir et de la mission Clarisse en cours, je pense qu'on sur les scénarios proposés, on n'aurait pas tous envie de la même chose. Et ça rejoint un petit peu ce que Monsieur de Kervasdouet disait ce matin en disant est-ce qu'une des solutions possibles, c'est pas finalement que chaque structure invente sa façon de fonctionner et peut-être que celle qui est possible avec, on a beaucoup entendu parler de ce qui est proposé à Nice, mais je suis pas sûre que ce qui est proposé à Nice est superposable forcément dans un établissement X. Et je pense que de généraliser, c'est pas ça qui fait que ça marche en fait. Et je pense que ça dépend quand même des personnes et du terrain en fait, et de l'histoire de chaque établissement. Alors là-dessus, je suis vraiment d'accord. Peut-être je conclurai là-dessus pour recoller au thème du colloque. Une règle égalitaire appliquée dans des contextes très différents, c'est créateur d'inégalités. Donc à partir de là, il me semble que le contexte est surdéterminant. Et je suis tout à fait en phase avec ce que tu viens de dire sur l'idée de créer vraiment une partie. Il faut un socle commun pour que ce ne soit pas facteur de
concurrence, parce que la gouvernance, ça peut être aussi un facteur d'attractivité entre les systèmes, mais en tout cas, de laisser une marge de manœuvre en fonction des contextes. Et quant au manager ensemble, en effet, moi, j'aimerais imaginer qu'on crée pour demain des dirigeants en santé qui seraient issus, au fond, de tous les corps et dont la formation serait beaucoup plus centrée sur la capacité à interroger les problèmes pour les questionner plutôt que pour trouver des solutions. Un peu une formation par la recherche, finalement, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, nos dirigeants en santé, ils sont parfois obsédés par la solution, quoi. Il faut trouver des solutions. Et ben moi, je pense que le boulot d'un dirigeant en santé, c'est de poser les bonnes questions et de bien poser les questions. Et une fois qu'on a posé les bonnes questions et qu'on a réussi collectivement à se mettre d'accord là-dessus, il me semble que c'est plus facile de montrer un peu la route pour avancer. Mais en tout cas, vraiment d'accord là-dessus, une règle, l'égalité de la règle dans des contextes très différents crée de l'inégalité. Oui. Est-ce que ces réflexions en suscitent des questions dans la salle? Oui, Philippe Amarili, psychiatre, bonjour. Écoutez, ce que je constate dans l'hôpital où je travaille et dans les différents endroits où je peux parler avec les personnes qui sont à la fois du côté gouvernance et à la fois du côté unité de soins ou service, et c'est pas pour rien que je sépare les deux, c'est que c'est difficile de combler le fossé entre, on va dire, ceux qui sont gouvernants, en quelque sorte, et le terrain et ce qui se passe dans une unité fonctionnelle. Et en fait, le besoin les questions, l'aspiration à une gouvernance qu'on peut voir sur le terrain, et en même temps ce rejet fondamental qu'on constate bien, je pense qu'il est lié d'une part au fait que les professionnels, beaucoup maintenant, vu les temps comme ils sont durs, se protègent et se réfugient, disons, sur leur activité clinique, et puis se disent que plus ils sont loin de tout ça, plus ils s'épargneront, ce qui est un raisonnement à court terme, puisqu'en fait ça leur revient dans la figure dès qu'il y a un truc qui est décidé. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, comment dire, le fossé, c'est qu'il y a une différence d'intériorisation des contraintes sur le terrain. Pour bien faire son travail, il y a quelque chose selon lequel il faut pas trop intérioriser et quand on est président de CMA, on s'aperçoit à quel point on intériorise des contraintes économiques, financières, juridiques, administratives. Et quand j'ai commencé cette fonction, j'ai atterri directement dans un truc avec l'ARS où il y avait beaucoup de directeurs, beaucoup de présidents de CMA. Et le premier truc qui m'a frappé, c'est quand quelqu'un prenait la parole, je n'arrivais pas à faire la différence. Je ne savais pas si c'était un directeur ou un médecin. Et ça m'a interpellé. Et en fait, on intériorise en tant que président de CMA beaucoup de contraintes, et on adopte un mode de raisonnement qui tient compte de tas de facteurs et de tas de discours autres qui ne sont pas les discours des soins. Et ça, cet écart-là est quelque chose qui nourrit cette hostilité en quelque sorte au management. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve très vite catalogué de oui, enfin toi, tu étais très loin des réalités cliniques, tu étais très loin du terrain, il y a une vraie fracture, en effet. Oui, il y a une vraie fracture. Donc, tout ça pour dire que si je suis complètement d'accord avec vous sur le fait d'amener les médecins, les soignants à une implication institutionnelle, je suis complètement d'accord, parce que c'est le drame. Hein. Moi, je trouve que les jeunes, ils s'intéressent plus du tout aux questions institutionnelles. Tout en ayant des aspirations, comme vous avez très bien dit, hein, c'est très ambivalent. Hein, c'est très ambivalent. Mais disons, le chemin pour les amener vers quelque chose comme ça, c'est très difficile à trouver. Mais en cela, je me dis, je vais terminer là-dessus. Le professeur Rieux disait, moi je suis médecin, les finances, c'est les directeurs, mais quelque part, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ma référence, mais c'est peut-être pas ça qu'elle a voulu dire. Je pense qu'en tant que médecin, il faut pas trop comprendre tout ce que disent les directeurs, vous voyez, en termes financiers. Il faut pas trop s'approprier le discours de l'autre. Il faut pouvoir aussi, disons, que chacun reste dans ses spécificités et son positionnement, et je pense que c'est de l'hétérogénéité qu'on
on construit mieux dans l'hétérogénéité, plutôt que dans dans l'appropriation et dans l'amalgame des discours dans lesquels on baigne. Voilà. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous, mais je trouve que du coup, ce qu'il faut, là où je crois les directeurs ont quand même besoin des docteurs, c'est pour parler activité médicale. C'est-à-dire que là, ces 10 dernières années, les médecins se sont quand même beaucoup acculturés à la gestion. Est-ce que c'est enfin, est-ce que la porte a été aussi ouverte de l'autre côté? Je ne sais pas trop. Sur les innovations thérapeutiques, moi, je pense qu'il y a beaucoup de directeurs aujourd'hui qui sont très intéressés par la médecine, les évolutions de la médecine, les prises en charge, c'est quoi la santé dans une discipline dans 20 ans, tout le boulot du chef de service qui fait un projet de service en regardant un peu, voilà. Donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez raison de dire, par exemple, Yves Clos a montré qu'un médecin formé sur les mécanismes financiers intègre inconsciemment dans sa pratique clinique un raisonnement clinique, alors plus ou moins un raisonnement médico-économique, plus ou moins important, etc. Mais c'est particulièrement vrai, par exemple, au bloc opératoire. Il y a tout un travail qui a été fait qui est vraiment passionnant. Irène Georgescu à Montpellier a fait exactement le même travail sur quand tous les messages financiers sont portés par un médecin, quel impact ils ont par rapport au fait de les faire porter par un directeur. Et on voit que l'impact est sans commune mesure. Si c'est un médecin qui porte le discours de l'efficience, il est beaucoup plus efficace dans les faits et dans les résultats que si c'est un directeur qui le porte. Donc attention à l'instrumentalisation d'une certaine façon de la gestion. Mais parce qu'on se trompe d'objet. L'objet, c'est pas la gestion. C'est la prise en charge, c'est l'activité médicale, c'est le travail de soins. C'est les malades, c'est de quoi ils ont besoin, sur quel périmètre, est-ce qu'on peut rester à l'intérieur de nos murs en ignorant, c'est pas pour rien que, je sais plus, l'intervenant tout à l'heure disait, c'est là où ça va le plus mal, qu'on va le plus loin finalement dans les logiques de solidarité territoriale. Oui, parce qu'on n'a rien à perdre presque. Alors, moi, je vais quand même juste répondre. Je sais beaucoup mieux faire une césarienne qu'analyser un EPRD, et heureusement pour tout le monde, et surtout pour les patientes que j'opère. Mais je crois quand même que si on nous demande de participer à certaines décisions, et notre rôle de président de CME, c'est quand même de faire le relais avec le reste de la communauté médicale, expliquer des choses qu'on ne comprend pas, je trouve que ça ne sert à rien. Et puis, quand on nous dit, finalement... on remet 15 millions sur notre capacité d'autofinancement. Je ne sais pas si notre DAF est là et que j'espère que je dis tout bien. Finalement, moi, je trouve ça hyper intéressant de comprendre que notre capacité à investir cette année, c'est de temps et temps, et que si on ne peut pas acheter un robot cette année et qu'on doit l'acheter l'année prochaine, c'est pour ça. Et ça évite certaines irritations, certains irritants de nos collègues chefs de service ou chefs de pôle qui vont dire moi, il faut qu'on me change 3 échographes cette année, moi, il faut qu'on m'achète un robot, je ne sais pas trop ce qu'on doit acheter d'autre. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on comprenne. Maintenant, je pense que chacun doit aussi rester à sa place. Je te rejoins tout à fait. Et je m'éclate quand même plus à ouvrir un ventre qu'à analyser un EPRD. Mais désolé. Mais quand même, je pense que c'est quand même toujours agréable de comprendre les choses. C'était juste ça. Monsieur Rieu ? Oui, juste pour dire, moi je suis intimement persuadé de l'importance de l'apprentissage du management par les médecins. C'est vraiment le bien vivre ensemble, je crois que ça fait vraiment partie de ça. Dans le projet d'établissement du CHU de Reims, on avait mis en place justement des formations management ouvertes à tous les médecins. Je crois que c'est important pour que n'importe quel médecin puisse savoir parler avec ses infirmières, avec ses internes, avec ses étudiants, etc. Le seul problème qu'on a rencontré, c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est le mot management. Est-ce que vous pourriez nous donner un autre mot? Carrément, donnez-moi des idées, quoi. Je cherche, des fois j'en rêve la nuit. On est la fabrique du travail. On a réfléchi avec plusieurs collègues à essayer de trouver un autre mot. Parce qu'on dirait toujours, c'est trop connoté. Voilà, ça fait côté obscur de la force, en fait. Du coup, alors les leaders des maisons de santé, eux, ils s'appellent soit leader, soit coordonnateur. Ils refusent le mot manager, ça c'est clair. Et ils l'ont inscrit dans leur, je sais pas quoi, leur truc de charte. Voilà. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à ça. Si c'est vraiment une question de sémantique, mais je pense que derrière ça, il y a plein d'autres choses quand même. Maxime avait une question, mais je pense qu'après, ça sera la dernière question parce que Laetitia doit retourner à Rennes dans le train dans 20 minutes. Ah mince, David.
Merci. Je ne vais pas rentrer dans le débat sémantique. David Pinet, président de CME de la Brochette, qu'évoquait Marie-France. Moi, je voulais très directement poser une question. Comment on casse le plafond de verre de la médicalisation de la gouvernance à l'hôpital? Ce matin, on avait un débat très riche lors d'un atelier sur l'égalité homme-femme. Et finalement, on s'est rendu compte que le seul aiguillon qui a été proposé pour essayer de faire bouger les lignes, c'est de mettre en place des ratios. Pour autant, tout le monde s'accorde, je crois, sur les équilibres dans le cadre des textes, sur la gouvernance, sur la place de chacun, sur le rôle des formations managériales. Mais les formations managériales des chefs de pôle, elles sont obligatoires depuis 2009. Pour les PCME, c'est depuis 2010. Pour les chefs de service, c'est depuis 2016. Et on entend Monsieur Remet tout à l'heure en faire encore une priorité régionale, et je crois qu'on peut en être satisfait pour le prochain PRS. Donc, finalement, comment accélérer le déploiement de ces bonnes pratiques? Parce qu'on sait que c'est un levier très fort d'attractivité, comme vous l'avez dit. Et plus on accélérera, je pense, plus cette culture diffusera en interne, et plus on réussira à relever les défis qui sont devant nous. Alors, tout à fait, ok. Je vais faire une réponse en demi-teinte. D'abord, dire pardon pour tous ces médecins qui se passionnent pour ça, mais on a besoin de médecins dans les services. Donc moi, je ne vais pas jouer l'inflation du temps médical au service du management, parce que la priorité aujourd'hui, c'est d'être ultra efficient sur le temps médical et de répondre aux besoins de management du terrain. Donc une fois cela dit, je pense néanmoins que, comme dans d'autres pays nord-américains notamment, il faut qu'il y ait une filière de carrière dans la carrière médicale qui puisse mener à des fonctions de gouvernance. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui me heurte ou qui me choque, surtout qu'on peut, au bout d'un moment, dans sa carrière médicale, en avoir marre, être à bout, se sentir dépassé aussi dans la compétence, dans une discipline ultra pointue. Moi, je vois bien les jeunes, ils poussent derrière. Des fois, c'est quand même assez impressionnant. Et du coup, de pouvoir anticiper ça en disant, il y a quand même, pour celles et ceux qui souhaiteraient bifurquer sur d'autres types de fonctions. J'ai un exemple dans un CHU d'une femme qui aujourd'hui a plutôt des fonctions de gouvernance, mais c'est du bricolage. C'est en effet, c'est pas reconnu. Là, elle a enfin une lettre de mission, c'est à peu près carré. Mais est-ce que... alors, ça existe, hein, d'ailleurs, il y a plein de médecins qui font plein d'autres choses que de la médecine. Mais peut-être que dans nos organisations territoriales de santé, il faut qu'on trouve un espace de reconnaissance pour ces fonctions managériales. Un PCME qui a fait ses 2 mandats, c'est pas possible que tout son savoir-faire se perde parce qu'il ne se passe rien derrière, ou il n'y a rien qui est proposé, ou il n'y a pas de transmission. Ou voilà. Ça, je partage vraiment ça. L'attractivité ira aussi avec ça. Maxime, une dernière question, parce que sinon je pense que ça va. Très rapide, parce qu'on a beaucoup évoqué le problème générationnel. Est-ce que le problème, en fait, c'est pas que depuis un paquet d'années, à ces générations-là, qui sortent du marché du travail, enfin qui arrivent sur le marché du travail après 10, 12 années d'études, on a servi un discours sur le management qui était quand même assez incarné, presque inné pour certains d'entre eux, avec ce côté un peu, il y a les leaders, il y a les managers, il y a les autres. Et quand on explique à ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail qu'en définitive ça s'apprend, que c'est pas inné, que c'est de l'acquis et que c'est du savoir-être notamment, et que c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans les études, est-ce que ça les décourage pas un petit peu de ce qu'ils s'imaginaient du management quand ils ont commencé leurs études et quand ils ont commencé leur carrière? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que moi, la surprise que j'ai, c'est que beaucoup de compétences nécessaires en management sont des compétences nécessaires en tant que médecin. Et que, par exemple, écouter, reformuler, poser des questions, être attentif à l'autre, détecter les signaux faibles, la plupart des médecins, c'est leur cœur de métier. Hein, pardon, hein, à part ceux qui endorment, enfin qui voient que les patients endormis, pour les autres... Alors, après, ah oui, je vais avoir le réanimateur. Ouais. J'ai au moins le mérite de dire les choses. Hein. Après, vous pouvez pas être d'accord, c'est pas grave. Pardon. En tout cas, on les voit des fois avant et après, pas toujours en les regardant dans les yeux, parce qu'il y a le moniteur là devant, il faut cocher les cases. Hein, donc... Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a quand même
spécificités liées à ça. Alors après, voilà, je peut-être compléter. Alors, je suis d'accord avec ce que Maxime dit. Je pense qu'effectivement, ça fait peur à certains. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est ambivalent parce que certains veulent, mais certains, au contraire, espèrent bien jamais le devenir pour pouvoir toujours critiquer ce qu'ils sont devenus. Et finalement, ça alimente une animosité, quelle que soit la personne qui est en position de management, que ce soit un médecin ou un directeur, mais quelque part, on a toujours besoin de râler contre les autres. Alors, je vois Madame Muller et Madame Himmer, moi souvent je râle contre l'ARS parce qu'il faut râler contre quelqu'un, c'est la tutelle. Je pense qu'elles doivent râler contre le ministère. Il faut toujours quelqu'un qui est au-dessus pour râler en fait. Ah ouais? Bon bah alors... Mais vous devriez le prendre en fait. Hein. Donc je pense qu'il y a cette nécessité d'avoir toujours besoin de se plaindre contre quelqu'un et ça en fait partie en fait. En tout cas, les compétences qu'on a comme médecin, pour ces patients, il faut peut-être les mettre aussi au service de ses collègues, d'avoir un regard plus doux et humble par rapport aux gens avec lesquels tout simplement on travaille au quotidien, parce que quand on sait le faire avec son patient, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire avec son collègue. Mais c'est comme s'il y avait un biais de contexte. C'est comme si ce qu'on sait faire dans un contexte donné, on n'arrive pas à le reproduire dans un autre contexte. Et je pense qu'il y a un nœud là qui pourrait permettre d'avancer. C'est l'anesthésiste qui va conclure, je crois. Je ne fais que des gaffes. L'humilité de l'anesthésiste et son côté humble pendant que le patient y dort, c'est avec l'opérateur, c'est avec l'obstétricien. Effectivement, savoir repérer ce qui ne va pas, savoir être humble vis-à-vis du patient, vis-à-vis de ce qui se passe, savoir être humble vis-à-vis des difficultés qu'ils peuvent avoir et réciproquement. Donc effectivement, on est humble et les qualités, on les a aussi avec le patient et avec les autres. Et là encore, c'est la mise en commun d'expertise. On balaye des vastes spécialités. On est forcé d'avoir des connaissances en cardiologie, en pneumologie. Par contre, si on se prend pour un cardiologue, on va à la catastrophe. De la même façon, des cardiologues qui se prennent pour des anesthésistes, demandez à Michael Jackson, c'est catastrophique. Ça lui a pas réussi, hein, c'est sûr. Merci. Non, mais vous avez parfaitement... Non, juste un avis sur la démotivation des jeunes au management. Enfin, moi, je pense que le fait qu'il y ait eu les pôles, les chefs de service ont pu être écoutés pendant une dizaine d'années. Et ma génération à moi, n'avons vu que ça, des chefs de service pas écoutés. Donc, ça n'a pas motivé les jeunes à avoir ces fonctions managériales. Alors, il y a peut-être motivé, mais je crois que moi, il y a une partie, c'est du rejet. Hein. C'est pas du tout de la démotivation. Hein. C'est vraiment, c'est presque... Enfin, vraiment, là, j'avais 45 étudiants du DES, d'un DES de docteur junior. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas été confrontée à cette hostilité-là, qui était presque émotionnelle. C'est-à-dire il y avait quelque chose vraiment de rejet. On va devoir conclure parce qu'il est 58 Exactement. Et sinon tu vas louper ton train. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et merci à vous deux. Et puis il faudra qu'on continue une autre fois.